pour les médias centraux, pour la sociologie savante, pour l'université, pour le Collège de France, le racisme anti-blanc n'existe pas. Que nous dit le racisme anti-blanc? C'est nous ne voulons pas nous assimiler, nous ne voulons pas nous intégrer. Chers amis d'Omerta, bonjour et bienvenue pour ce grand entretien où nous recevons François Bousquet. François Bousquet, bonjour. Bonjour. François Bousquet est éditeur, journaliste, essayiste. Nous le recevons aujourd'hui pour la sortie de son ouvrage « Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite ». Un ouvrage qu'on va évoquer très longuement, mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que notre magazine Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe est toujours disponible dans tous les bons kiosques, sur notre site internet et par abonnement. Également, l'application Omerta qui vous permet de visualiser tous nos documentaires pour 5 € par mois, qui est le complément indispensable de ce magazine qui est plus que jamais d'actualité à l'heure où les négociations de paix en Ukraine patinent. Donc François Bousquet, un livre sur le racisme anti-blanc, un sujet choc, un sujet interdit, comme le titre l'indique. Ma première question sera une question d'actualité. On a tous vu les émeutes, les scènes de pillage, les débordements variés suite au match de football. Voilà. Est-ce que cette enquête sur le racisme anti-blanc peut apporter un éclairage particulier sur ces événements d'actualité? Oui, sur la question, il y a des émeutes en France depuis 1979. Donc c'est à Vaux-en-Velin, à Lyon, les premières émeutes. Donc ça fait plus de 40 ans qu'il y a des émeutes en France, un phénomène récurrent, régulier, massif, de plus en plus massif. Mais jusqu'à présent, et sauf faire de ma part, les émeutes étaient localisées. Les émeutes se déroulaient chez les émeutiers, pour ainsi dire. Tandis que là, aujourd'hui, c'est des émeutes à l'Arc de Triomphe, des émeutes qui sont où on monopolise l'espace public, par exemple le périphérique. Donc c'est en train de se déplacer. Mais oui, il y a un phénomène central. Qu'est-ce que ça nous dit, les émeutes? Ça nous dit, nous ne vous aimons pas. Que nous dit le racisme anti-blanc? C'est nous ne voulons pas nous assimiler, nous ne voulons pas nous intégrer. Nous partons d'un postulat, nous Européens, nous Français, que si nous accueillons des populations d'origine étrangère et singulièrement extra-européenne, là en l'occurrence africaine, c'est pour les assimiler, les intégrer, pour qu'il y ait un processus d'incorporation aux nations européennes des immigrés extra-européens, partant du principe que notre universalisme est réciproque. Or, il n'est pas réciproque. Voilà. C'est qu'on part du principe que nous aimons la Terre entière, mais la Terre entière ne nous aime pas. Que nous dit le racisme anti-blanc? C'est nous méprisons un pays dont nous avons les papiers. Nous sommes des Français administratifs, nous sommes des Français techniques. On nous dit que ce sont des Français. Comment pourrait-il y avoir du racisme anti-français? Je ne parle même pas anti-blanc, anti-français de la part de Français à l'encontre d'autres Français. Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de regarder le réel, ce qui s'est passé ce week-end, samedi, dimanche. Ce qui va encore se produire les prochains jours, très certainement. C'est la même chose dans les collèges de la France périphérique, des quartiers que j'ai explorés en quête des derniers blancs, parce qu'il n'y a plus de blancs. Dans cet univers, il n'y a plus de blancs. Les gens ont pratiqué un séparatisme. Le white flight, donc c'est-à-dire l'exil, la fuite pavillonnaire. Donc moi j'ai récupéré les derniers blancs et je les compare, ces derniers blancs, au statut de généraux, de grandes figures coloniales qu'on déboulonne en Angleterre, aux États-Unis, même en France d'ailleurs. Ces derniers blancs, on les déboulonne et ils sont obligés de s'exiler ailleurs. Donc moi j'ai rencontré des gens qui n'ont pas pu quitter ces endroits-là et qui ont été harcelés, rackettés, tabassés à titre individuel, alors que ce week-end, ce sont tous les symboles de la France qui ont été ciblés. Ce n'est pas les individus, c'est les symboles. Mais c'est le même mécanisme. C'est un mécanisme de désaveu, de désamour. Nous voulons impérativement faire de ces gens-là des Français, c'est-à-dire des êtres universels. Or, ils ne le sont pas. Ils résistent au processus d'assimilation, au processus d'intégration. Et ils s'attaquent aux symboles de la République, à la marchandise, aux policiers, comme ils s'attaquent en banlieue dans le cadre du racisme anti-blanc à Chloé, jeune blanche, à Vigneux-sur-Seine, dans un lycée où il y a 500 élèves, dont 10 blancs. Elle morfle, pendant 3-4 ans, elle morfle. Autre personne que j'ai rencontrée, Sébastien à Évry,
sur la dalle aux lièvres, qui est vraiment le cœur de la pétaudière, la dalle aux lièvres. Hein. Romain Gavras y a tourné un film, Athéna, précisément sur les émeutes. Hein. Le dernier blanc de la cité, pendant ses 11, 12, 13, 14, 15 ans, il s'est fait massacrer. Donc oui, il y a des va-et-vient, et surtout, à la fin des fins, il y a nous vous méprisons. C'est-à-dire qu'on ne veut pas admettre, hein, depuis 50 ans avec le phénomène des émeutes, mais c'est la même chose pour le racisme anti-blanc, notre grille de lecture n'est pas opératoire. Notre grille de lecture, c'est la sociologie misérabiliste, hein, bourdieusienne. Hein. C'est que ce n'est pas de leur faute s'ils nous agressent. Hein. Ce n'est pas de leur faute s'ils brûlent des voitures. C'est parce qu'ils sont relayés. C'est parce qu'il y a un passif, le passif de l'esclavage, le passif du colonialisme. Hein. Donc essayons on veut les voir que comme des victimes, pardon. On veut les voir que comme des victimes. Et on a cultivé cet univers victimaire, cette culture de l'excuse, qui fait que il se déchaîne à la moindre occasion. Et aujourd'hui, ce qui est fascinant presque c'est qu'il n'y a pas eu la mort de Naël. Hein. Même si la mort de Naël, manifestement, le policier est tout à fait innocent. Là, on parle d'un match de foot. Hein. C'est un match de foot, hein, qui est un prétexte festif, hein, à un déchaînement de violence. Hein. Et on ne veut pas analyser politiquement, sociologiquement, ou sur un plan identitaire ou anthropologique, les raisons de ces émeutes. Alors, les raisons, je le répète, pour moi, elles sont limpides et lumineuses. Hein. C'est que nous, même si nous sommes français de papier, nous ne nous sentons pas français. On avait en face de nous, il y avait très peu de blancs. On cherche les Blancs. On cherchait les Noirs et les Arabes. Hein. Je ne veux pas tout racialiser, mais on cherchait les Noirs et les Arabes. Hein. Sur le million de Français qui étaient devant l'église de la Madeleine lors de l'enterrement de Johnny Hallyday, il n'y en avait pas. C'était les Blancs. Et là, on cherche les Blancs dans les émeutes. Il n'y en a pas, sinon racaillisés. Donc oui, moi, c'est un univers qui m'est familier depuis 6 mois, puisque depuis 6 mois, j'enquête sur le racisme anti-blanc. Et c'est les profils d'émeutiers qui en se mettent, j'en suis sûr, hein, sont également des élèves qui harcèlent, hein, les derniers élèves blancs des quartiers. Alors vous l'avez évoqué là, dans cette réponse, il y a une forme d'impensé autour du racisme anti-blanc. Les sciences sociales nous expliquent que ça ne peut pas exister car le racisme est forcément systémique, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est pas avant tout cette espèce de déni du racisme anti-blanc? Est-ce que c'est pas un racisme de classe, oui. Ou un racisme intellectuel en fait? Si, ouais, de classe. Assurément, puisque le racisme anti-blanc s'exerce majoritairement à l'encontre des Français, des catégories populaires. Hein. J'ai évoqué les quartiers, donc c'est les derniers blancs dans les HLM et les logements sociaux des quartiers. J'évoque également dans le bouquin, dans mon enquête, la jointure entre la France pavillonnaire, donc périphérique, et celle des quartiers, où souvent l'assignation scolaire, c'est le même lycée. La carte scolaire fait que ça se rencontre. Hein. Ça se croise, oui. Et oui, non, ça n'existe pas. Pour les médias centraux, pour la sociologie savante, hein, pour l'université, pour le Collège de France, le racisme anti-blanc n'existe pas. En effet, c'est un impensé volontaire, délibéré. Parce que reconnaître l'existence du racisme anti-blanc, c'est reconnaître, comme pour les émeutes. Hein, les émeutes ne sont pas rentrées à Radio France. Hein. Les émeutes ne sont pas rentrées dans Le Monde, sinon à la marge, hein, et sinon sous une forme édulcorée. De la même façon, le racisme anti-blanc n'entre pas dans la presse centrale, hein, parce que si elle rentre, ça fait vaciller le récit dominant. Le récit dominant, c'est un vivre ensemble qui fonctionne. Hein. Or, le récit dominant, c'est la thèse du bouquin que je développe, ne fonctionne que parce qu'il y a de la symétrie, que parce qu'il y a de la part maudite. La part maudite, c'est le petit blanc. Le petit blanc doit être cornérisé, mis sur la touche. Hein. Et ça se traduit en banlieue par des agressions, de la violence verbale, du racket et des viols pour ce qui concerne les femmes. Mais ça, on ne veut pas. Le pays central, hein, ou le pays légal, comme disait un autre, hein, ne veut pas le concevoir. Parce que le concevoir, c'est ébranler ce récit où la victime, hein, la victime est forcément le dominé historique. Hein, et le bourreau est forcément le dominant. Autrement dit, le bourreau raciste est forcément blanc. Autrement dit, la victime du racisme est forcément un racisé.
C'est ce qu'on appelle le racisme systémique. Donc. Voilà, ouais, c'est le racisme systémique qui s'est imposé depuis une dizaine d'années en France, hein, qui a été importé des États-Unis et qui postule, oui, que dans une société où les normes majoritaires sont blanches, où la société est structurée par la pensée blanche, l'environnement blanc, etc., forcément, ça exerce des discriminations souvent invisibles, hein, sous forme de micro-agressions à l'accès au logement, à l'accès à l'emploi, etc. Ces micro-agressions constituent ce que ces théoriciens du privilège blanc appellent le racisme systémique, qui est une théorie, pour moi, hallucinée, paranoïaque, hein, qui nous empêche de penser le vrai racisme qui se traduit au quotidien. Il y a, à ma connaissance, hein, j'en fais état dans le bouquin, mais on n'en parle pas depuis 15 ans, les seules populations en France, je dis bien en France, parce que nous sommes en France et en Europe, hein, qui ont été victimes de lynchage collectif, hein, ce sont les Blancs. En 2005-2006, lors de la loi Fillon et la loi sur le CPE, les manifs, il y a eu des descentes de racailles de banlieue avec des massacres de centaines, sinon de milliers de petits Blancs. Il n'y a pas d'équivalent dans l'autre côté. Je veux dire, et ça, on nous interdit. La théorie du racisme systémique nous interdit, nous empêche de le voir. C'est qu'elle rend aveugle. Hein. On nous reproche, hein, cette théorie-là nous reproche d'être aveugle à la couleur. Hein. C'est comme ça que se conçoivent les études, les Black Studies, etc. C'est que le blanc est aveugle à la couleur. Et pour cause, son univers environnant est blanc. Donc ils ne voient pas les couleurs. Hein. Ils appellent ça le daltonisme. Mais non, ce sont eux qui sont daltoniens. Ils ne veulent pas voir le racisme quand il ne s'exerce pas à sens unique, hein, dans le sens qui est le leur. Hein. Donc cette théorie du racisme scientifique, moi je le dis, hein, c'est le plus gros foutage de gueule. Et Dieu sait s'il y en a une blinde, hein, de foutage de gueule depuis 10 ans avec le wokisme, les trans. Hein. Le plus gros foutage de gueule, et de très loin, c'est la théorie du racisme systémique. Hein. Alors vous l'avez évoqué déjà un petit peu, mais cet ouvrage est donc composé en bonne partie de témoignages que vous avez recueillis pendant plusieurs mois, des témoignages qui sont souvent bouleversants, qui sont glaçants. Face à cette mise devant le réel, comment ont réagi les médias centraux, ceux que vous appelez les grands blancs? Ouais, je distingue le grand blanc du petit blanc, parce que le petit blanc est la seule catégorie ethnique qui a droit à cette épithète dépréciative. Hein. Petit, il n'y a pas de petit noir, de petit arabe, hein, mais en revanche, il y a des petits blancs. Très bien, admettons qu'il y a un petit blanc, mais ça présuppose qu'il y a aussi un grand blanc en surplomb qui le regarde avec condescendance du haut de sa chair ou de ce rond de serviette à Radio France. Hein. Et le grand blanc, c'est le grand blanc progressiste, hein, qui nous explique précisément qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. On le voit sur les plateaux de télévision, on le voit sur le service public. Hein. Donc voilà, le grand blanc a un regard condescendant sur le petit blanc, il l'infériorise, hein, il le diabolise, hein. Souvent il le psychopathologise, hein, avec les paniques morales, etc. Il le traite comme on traite ordinairement le lecteur de Marine Le Pen, du haut de son mépris, je parle du grand blanc. En même temps, il y a un phénomène de déni, vous me demandez comment les médias centraux ont accueilli ce livre, ils ne l'ont pas accueilli, c'est un blackout complet, total, un grand mur noir, un grand rideau noir. Hein. Le livre et le racisme anti-blanc n'arrivent pas à pénétrer, en tout cas dans la sphère du service public, hein, pour quantité de raisons. Je pense qu'il y a des effets d'opportunité. Moi, je fais un calcul coût-bénéfice, hein, c'est-à-dire que tous ces gens-là gagnent leur vie et ont monnayé leur idéologie en activité professionnelle. Ça leur permet de rentrer sur les plateaux de télévision. Ça leur permet d'être directeur des relations humaines dans un groupe du CAC 40, par exemple. Hein. Si vous adoptez la charte inclusive, elle ouvre les portes des grandes entreprises, hein, aux minorités. Donc de fait, hein, elle exclut, en tout cas s'il y a une discrimination positive, hein, mécaniquement il y a aussi une discrimination négative qui ne dit pas son nom. Et puis moi je pense que dans le cerveau d'un gauchiste, hein, d'un progressiste, hein, c'est un cerveau qui est en proie à une dissonance cognitive généralisée. C'est que la main gauche ne sait jamais ce que fait la main droite chez un gauchiste. Hein. La main gauche nous dit il n'y a pas de problème. Hein. Lors de la finale PSG Inter de Milan, magnifique, hein, au demeurant, il n'y a pas de problème. C'est ce que nous dit la main blanche. Le discours antiraciste, progressiste, vivre ensembliste nous dit ça fonctionne. Hein. Mais la main droite ne dit pas ça. La main droite nous dit on fout sa bagnole dans le garage, son scooter dans le local à vélo, le jour où il y a des émeutes. Hein, on défend le service public, hein, et l'école publique avec la main gauche, avec la main droite, on met ses enfants dans l'école privée où on contourne la carte scolaire. Hein. Donc c'est une dissonance cognitive généralisée, le cerveau d'un gauchiste. Je ne sais pas comment il arrive à gérer ça, parce que nos cerveaux n'arrivent pas à gérer la contradiction.
C'est impossible. Notre cerveau ne peut pas gérer la contradiction, parce que ça entraîne de la schizophrénie, des déchirements, puis une incohérence interne. Hein. Donc comment font-ils? Ils refoulent, quoi. Donc ils ne veulent pas voir. Et donc, ils ne veulent pas parler du racisme anti-blanc, ni recevoir. Je m'en fous, moi, je suis l'auteur, mais c'est la question, l'important, c'est le bouquin, c'est le sujet. Non, ils ne veulent pas en parler. Quoi. Ça n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Alors, il y a un autre pays où ça a été circulé, il n'y a rien à voir quand même pendant très longtemps, c'est le Royaume-Uni, avec l'histoire des grooming gangs. Donc, c'est gangs de violeurs principalement pakistanais qui violaient principalement des jeunes filles de la classe ouvrière britannique. Ça s'est déroulé pendant des décennies. Les autorités n'ont pas voulu dénoncer ces faits par peur de paraître racistes. Ouais. Ça a fini par sortir. Et on assiste d'ailleurs maintenant à une forme de répression quand même assez sauvage. Donc de cette classe populaire britannique blanche qui proteste contre ces événements et contre d'autres drames liés à l'immigration. Alors on a eu des gens qui ont été mis en prison pour des posts Facebook, pour des mèmes postés sur Internet, pour des manifestations dans la rue. Est-ce que la France prend le même chemin ? Oui. Moi, j'ai des témoignages accablants sur des viols de jeunes filles dans le cadre scolaire, avec le silence complice. De fait, il est complice de l'institution scolaire. Je prépare un tome 2 sur cette question des viols, parce que c'est une chose pour nous garçons d'être humiliés. C'est insupportable d'être humilié. On se réveille la nuit en sursautant. Parce que notre honneur a été bafoué. Mais pour une fille, en tout cas une fille qui a été violée, c'est des logiques de souillure. Hein. Elle est vraiment souillée, quoi. Donc on rentre dans quelque chose de plus lourd. Hein. Alors le cas anglais et plus largement britannique est délirant par son horreur et par son ampleur. Hein. C'est les plus grands viols collectifs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. On n'a aucun chiffre. Il y a un député conservateur, enfin un sire conservateur, qui a parlé de 250 000 jeunes filles de la classe ouvrière blanche britannique violées. Mais en 2015, il y avait une députée travailliste, Sarah Champion, qui a parlé d'1 million de victimes. C'est colossal. Détrompez-vous, Stanislas, comme vous, je m'intéresse au sujet, c'est pas fini, ça continue. Il y a toujours des grooming gangs. Hein. L'expression grooming gang est une offense. Grooming, c'est toilettage. Hein. Ce sont des gangs qui ont toiletté. C'est de la préparation à la jeune fille. On la prépare au mariage. En réalité, on la prépare à des viols en chaîne et en série, en les alcoolisant, en les droguant pendant des années. Ça commence avant 10 ans, parce qu'on est même au cœur d'affaires de pédophilie. C'est pas seulement des jeunes adolescentes, c'est également des enfants. C'est très majoritairement, vous l'avez dit, des gangs Paki, mais on préfère dire des Asian grooming gangs, pour nous faire croire que ça peut être également des Indiens. Que ça peut être des Sikhs. Hein. Or non, dans la seule étude qu'on a, c'est 84% pour des condamnés des affaires dans les années 2010 de Pakistanais. Et n'allez pas vous imaginer que les 16% restants, c'est les Anglais de souche. Non, c'est des Bengalis, c'est les populations indo-musulmanes. Hein. Donc c'est toujours le même public. Hein, et ces filles-là sont violées parce qu'on peut en appeler à une question de racisme anti-blanc. Hein, parce qu'elles sont coraniquement impures. Voilà. Donc elles sont violables. Pour moi, le racisme anti-blanc est une horreur. Moi, je sors de ce livre-là un peu effondré. Mais ce qui s'est passé en Angleterre, c'est le comble de l'horreur. Hein. Et ça n'a pas filtré dans les médias centraux. Sinon, à la marge. Hein. Même chose. Hein. Oui, si vous retirez F de souche, plus notre travail, Omerta, Éléments, d'autres, hein, il y a d'autres médias, de la réinfosphère, hein, ça n'a pas pénétré les médias centraux. Pourquoi les viols de Mazan sont devenus, ont dépassé le cadre du fait divers pour devenir un fait social. Hein. C'est horrible, hein, la question n'est pas là. Les viols de Mazan sont horribles. Hein. Mais toute chose égale par ailleurs, par rapport aux viols de la classe ouvrière blanche britannique, mais c'est rien. Là, on parle de dizaines de milliers de victimes. Hein. Moi, quand je bossais sur le sujet, où j'étais parmi les premiers, comme vous, il y a pas mal de temps déjà, j'osais pas dire, je me revois, hein, quand
je sais pas, il y a des viols dans 30 à 40 villes désindustrialisées, manufacturières ou minières, totalement sinistrées en Angleterre. Je n'osais pas me dire, mais quand on les accumule, mais je n'osais pas dire 100 000. Hein, parce qu'à l'époque, je n'avais pas eu accès aux chiffres de Sarah Champion et du CIR conservateur. On vous rendez compte, plus de 100 000 victimes, c'est délirant. Et le racisme anti-blanc, ça a ceci de particulier, c'est qu'à mon sens, c'est la même chose. Pour moi, c'est le bruit de fond de la société. Désormais, plus une chose est manifeste, évidente, criante, moins on en parle. Hein. Plus on l'étouffe. Hein. Moi, je pense que la plupart des petits blancs dans la périphérie ou dans les quartiers qui ont refusé de s'assimiler, c'est-à-dire à l'envers, hein, de se racailliser ou de se convertir, parce qu'il y a des cas de conversion aussi, c'est des gens qu'on a perdus, ont été exposés d'une manière ou d'une autre au racisme anti-blanc. C'est un phénomène global. Hein. Ben, on ne peut pas en parler. Voilà. On ne peut pas en parler. On ne peut pas parler non plus des tournantes, qui sont peut-être des phénomènes moins structurés que les grooming gangs au Royaume-Uni, mais qui participent de la même logique. Oui. Ouais, voilà. Moi, je fais un tome 2, hein, où je vais aborder cette question des viols. Hein, mais manifestement, dans le cadre scolaire, alors j'ai pas pu... Je lance un appel à témoins. Haute-Saône, hein, il semblerait que dans certains collèges, il y ait eu des viols, type des viols en Angleterre. Donc, ce qui est ciblé, c'est la blanche. C'est la blanche. Hein. Moi, je pars du principe qu'il y a une théorie des opportunités criminelles. Hein. Pour que cette théorie des opportunités criminelles fonctionne, c'est une théorie économique. Il faut réunir 3 conditions. Il faut qu'il y ait des victimes. Or, il y a des victimes aujourd'hui. C'est la femme dans cet univers de la banlieue racaillisée, où le gangsta rap a fourni les codes des rapports de l'homme et de la femme, où il y a un mâle dominant, il y a un mâle alpha. Donc, il y a des victimes. Hein. Ensuite, il faut qu'il y ait des criminels motivés. En face de nous, on a des criminels motivés. C'est la deuxième condition. Et la troisième, qui est la plus terrible pour nous, il faut des gardiens démotivés. Voilà. Nos gardiens sont démotivés. Voilà. Notre classe politique est démotivée. Étant donné qu'elle est démotivée, elle permet à un déchaînement de violence, hein, comme au sortir du match PSG Inter de Milan, comme lors des émeutes de 2005, les émeutes de l'an dernier. Voilà, nos gardiens sont démotivés. Tant que nos gardiens, c'est peut-être le signal positif de mon enquête, hein, il suffirait que les gardiens redeviennent motivés pour juguler ce phénomène du racisme anti-blanc. Mais bon, on n'en est pas encore tout à fait là. On n'en est pas encore tout à fait là. Vous l'avez souligné, le racisme anti-blanc est un phénomène qui se déploie avant tout, prioritairement, dans des zones où le peuple anciennement majoritaire devient minoritaire. Est-ce que, en fait, ce qu'on appelle le racisme anti-blanc n'est pas simplement l'autre nom ou la résultante du séparatisme dont on a beaucoup parlé aussi dans le milieu politique? Ouais, sauf qu'on ne va pas lui donner un nom au séparatisme. Hein. Le séparatisme se fait d'instinct. Moi, je pars du principe que les logiques libre-échangistes peuvent fonctionner peut-être pour certains qui aiment le sadomasochisme, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Voilà, la majorité n'est pas sadomasochiste. Hein. Donc, elle n'est pas mélangiste. Hein. Voilà, elle n'est pas mélangiste. Elle fuit le mélangisme. Hein. Le phénomène du white flight, donc de la fuite des Blancs, s'est produit aux États-Unis juste après les droits civiques. Hein. Pourquoi? Parce qu'après les droits civiques, on a voulu faire de la mixité urbaine. Hein. Et qu'est-ce qu'a fait le petit blanc américain? Ni une ni deux, il a déménagé. Voilà. Il est passé des centres-villes à Suburbia. Suburbia, c'est la banlieue pavillonnaire qui s'étend à perte de vue. Il s'est produit la même chose en France 20 à 30 ans plus tard. Moi, je commence à le voir dans les cas que j'étudie, à la croisée des années 70-80. Que font les classes ouvrières? Parce que c'est d'abord les classes ouvrières qui, les premières, ont été concernées par le racisme anti-blanc. Qu'est-ce qu'elles font à la croisée de 70-80? Elles déménagent. Voilà, c'est pas compliqué. On passe des Évry, on passe des Ulysses. Hein. J'ai des témoins aux Ulysses. Hein. On va acheter à Orsay, pas loin, un petit bout de terrain, et on fait construire une maison Phénix. Hein. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? C'est du séparatisme. Le même va avec le même. Je dis pas rien. On peut le déplorer. Or, on tient un discours aujourd'hui d'hybridation, de métissage. Ça s'appelle, dans les politiques de la ville, la mixité. On dit d'elle qu'elle est sociale. Donc, en réalité, on s'en contrefiche du social. Pour nous, la mixité, le grand non-dit, c'est qu'elle est ethnique. Hein. La ville de Paris ne fait que de la mixité ethnique. Hein. Mais que font les grands blancs? Comme Tartuffe. Hein. La main gauche prêche et défend la mixité sociale, hein, en l'occurrence ethnique, hein, mais il n'empêche, le grand blanc la tolère, hein, pour ses enfants,
jusqu'au CM1, CM2. Et encore, ça dépend des endroits. Hein, parce qu'il y a déjà, dès le CM1, dès le CM2, il y a des problèmes de racisme anti-blanc. J'en fais état dans le bouquin, en particulier de la part de musulmans, qui traitent leurs camarades, on parle d'enfants de 7, 8, 9 ans, 10 ans, de halouf, c'est-à-dire de cochon. Et font du séparatisme halal, pour le coup, et gastronomique. Là. Partout, on voit se déployer, à rebours du discours dominant, qui nous dit la mixité c'est formidable, c'est le multiculturalisme et notre aspiration quasi religieuse, parce que c'est presque une dimension mystique dans ce fantasme. Les pratiques sociales, quelles sont les pratiques sociales? La vérité des individus, c'est les pratiques sociales. C'est où tu vis. En général, tu vis dans un immeuble gentrifié, du nord-est parisien, quand tu es un progressiste grand blanc, mais il est ethniquement homogène, ton immeuble. Oui, quand tu vas dans la rue, tu pratiques du tourisme gastronomique, du tourisme musical. Oui, c'est de la world music, de la world food, autant que tu veux, quoi. Mais pas dans ton immeuble. Ton immeuble, il est homogène ethniquement et socialement. Et qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Le plus important pour nous, c'est les enfants. On ne veut pas que nos enfants deviennent des voleurs à la tire, ou se convertissent à l'islam. Que fait le grand blanc? C'est où il vit dans un quartier rupin et bourgeois, et le collège public du coin à des niveaux à 100% au bac, ou alors il contourne la carte scolaire, il triche. On vit vraiment, je le redis, c'est une dissonance cognitive généralisée. Ça ne peut pas tenir. Il y a une partie, l'hémisphère gauche du cerveau, qui dit chez le grand blanc, ça marche, mais pas pour moi. Ça marche pour les autres, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais pour moi, non. Mon hémisphère droit veut protéger ma femme ou mon mari et surtout mes enfants. Donc voilà la vérité sociale. Mais on n'arrive pas à le faire admettre. Quand on le leur dit, à Bobo, moi je l'appelle Bobo Sapiens, pour moi c'est du beau bolchevisme, le public de LFI. Si on retire de LFI, des Insoumis et de Mélenchon, toute la clientèle arabo-musulmane, c'est du clientélisme, on s'intéresse au profil sociologique de LFI. C'est quoi? C'est des intellos précaires, c'est des profs du supérieur, c'est des intellos, quoi. Leur vie est totalement schizophrénique. Quand je me balade dans Paris, les terrasses de café me fascinent. À l'époque de Charlie, on disait je suis Charlie, mais ce monde-là est terrassé. C'est pas je suis en terrasse, pardon. Mais non, c'est je suis terrassé. Et je ne veux pas l'admettre, parce que l'admettre, c'est renoncer à la religion, à ma croyance. Ma croyance, c'est que le multiculturalisme est la phase la plus achevée sur un plan presque évolutif de l'humanité. C'est qu'à la fin des fins, la société parfaite sera la société babélisée. Mais la société babélisée, je ne la pratique pas. Il n'y a pas une terrasse de café dans l'Est parisien qui n'est pas monochrome. Elle est toujours monochrome. Quand il y a un black, c'est un black... comment dirais-je, non, il est sapé comme un mannequin, je veux dire. Donc non, il n'y a que des blancs. Pour autant, quand vous leur disiez, ils se crispent. Ils deviennent de plus en plus agressifs, comme des animaux blessés, ou comme des animaux qui savent qu'ils sont dans une impasse. Ils sont dans une impasse philosophique. Il n'y a pas d'issue dans leur vision du monde. Ça ne marche pas. Ce sont les croyances de luxe. Ouais, des croyances de luxe. On pourrait presque inventer des croyances ostentatoires. Il y a des modèles de consommation ostentatoire. On pourrait peut-être dire, oui, que c'est un effet de snobisme. Parce que c'est bien vu, et là ça rejoint ce dont je parlais au début, le calcul coût-bénéfice. C'est bien vu dans certains milieux d'être pro-migrant, de défendre un modèle de société exclusivement ouverte, alors que les sociétés sont ouvertes et fermées, de considérer que le multiculturalisme est le stade parachevé de l'évolution de l'humanité. Ce sont des postures moralement confortables, psychologiquement gratifiantes, parce que vous êtes généreux et votre adversaire ne l'est pas. Vous épousez, vous avez le sens de l'hospitalité, et votre adversaire est forcément un fasciste qui refuse ce sens de l'hospitalité. Donc tout ça, c'est très gratifiant, c'est un confort intellectuel formidable, mais quand même aussi, à la fin des fins, vous en vivez de ça. Puisque vous avez un poste à l'université grâce à cet évangile, à cet ensemble de croyances. Si vous n'adhériez pas à ces croyances, le multiculturalisme fonctionne, vous seriez comme nous sommes. On serait des médias de la réinfosphère. C'est-à-dire que nous sommes dans la périphérie du système, mais pas dans le noyau, pas dans ce que j'appelle les médias centraux.
Donc il y a aussi un calcul coût-bénéfice, c'est que ça leur rapporte, hein. Ça les fait vivre, hein. Défendre ce qu'ils défendent les fait vivre, hein. Voilà, on ne leur ferme pas leur compte en banque, hein, alors qu'on ferme les nôtres, hein. Je vous le confirme. Ouais. Je vous le confirme. Dernière question pour clore cet entretien. Dans votre ouvrage, on a une partie sur la théorie qu'on a abordée. On a une partie sur la pratique, tous ces témoignages et les solutions. J'en évoquais une dans le courant d'entretien. C'est la possibilité que, dans les 3 conditions nécessaires aux opportunités criminelles, hein, donc victime, hein, criminel motivé et gardien démotivé, ce qui est le cas aujourd'hui, on peut imaginer que si le gardien cesse d'être démotivé, ça aura des effets évidemment coercitifs, hein, sur le criminel, hein. Si le gardien veut désormais protéger la victime et sanctionner le criminel, hein, ça peut entraîner, ça peut en partie résorber le problème, hein. Mais cela étant dit, moi je reçois là de nouveaux témoignages, que j'ai fait un appel à témoins pour un tome 2, dans la périphérie, dans les quartiers, ou à la jointure donc, du pavillon, ou pour parler comme un insoumis, des bourgs et des tours, à la jointure des bourgs et des tours, là où il y a un seul et même collège, hein, pour les tours et pour les bourgs. Là, c'est perdu. Pour moi, c'est perdu. Les témoins que j'ai désormais, qui ont la trentaine, hein, qui sont donc des collégiens, ex-lycéens, c'est pas compliqué. Ils sont en Espagne, en Amérique, hein, en Asie. Plusieurs en Asie. Pourquoi ? Parce que j'en ai même un qui va déposer un statut de réfugié politique, hein, dans un autre pays que la France, hein, parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans ces zones qui sont des zones de guerre, hein. Quand on parle de white flight, hein, c'est qu'en réalité, c'est des gens qui fuient des zones de guerre, hein, où ils sont potentiellement des victimes, hein, de la racaille, de l'islam. Le petit blanc est un réfugié. Le petit blanc est un réfugié. La France périphérique, mille merci Stanislas, je rebondis. La France périphérique, oui, c'est un camp de réfugiés. La France périphérique est un camp de réfugiés pour le petit blanc. Alors, est-ce qu'on peut se contenter de dire que c'est perdu ? Si on ne coupe pas la pompe migratoire, c'est perdu. Un pays qui reçoit 500 000 migrants par an, ce qui est notre cas aujourd'hui, ça veut dire 5 millions en 10 ans, avec des enfants, ensuite à horizon de 15, 20, 25 ans. Fondamentalement, le mécanisme est mathématique, il est inexorable, hein. Donc, deux choses l'une. Ou on assèche la pompe migratoire, et on se donne la possibilité de gérer au cas par cas. Quand je dis au cas par cas, c'est qu'il y a de très belles réussites municipales. Ça veut dire qu'en 1 ou 2 mandats, on arrive à changer sa ville. On peut imaginer qu'en 1 ou 2 mandats, on peut changer sa région et son pays. Pourquoi pas ? Puis on peut changer sa ville. Je veux dire, pourquoi ne pourrait-on pas non plus changer son pays ? Donc, pour ne pas désespérer totalement Billancourt, recourons à la formule de Gramsci, qui est une formule passe-partout, pessimisme de l'intelligence, parce que le constat est sombre. En tout cas, moi, je ne vois pas, même si des politiques s'emparent de la question du racisme anti-blanc, qui est symptomatique, hein, des problèmes que l'immigration nous pose, l'immigration extra-européenne nous pose, hein. Mais ces politiques-là, c'est Reconquête, hein, et le RN, hein, ça a très peu d'impact aujourd'hui encore, hein, sur les LR, donc sur Retailleau. Mais tant que les politiques ne s'empareront pas du problème, oui, ça sera difficile. Donc, pessimisme de l'intelligence, hein, puis optimisme de la volonté, parce que la politique et le politique est volontarisme, hein, que la roue tourne, hein. Même si là, nous rentrons dans... Zemmour le citait souvent, la démographie, c'est le destin. Je ne sais plus de qui est la phrase, hein, mais la démographie, c'est le destin. Voilà, si vous n'arrivez pas à assécher les flux migratoires et à poser sur la table la question de la remigration, l'équation, c'est une équation, je veux dire, c'est une équation démographique, hein. Je peux dire que on va s'en sortir. Non. Si on n'assèche pas et si on ne repense pas à la remigration, qu'on a déjà pensé par le passé, hein, il y a eu, dans les années 30, hein,
dans un contexte de crise économique et de montée des périls, et des périls guerriers entre autres, à partir de 36, 37, 38, 39, il y a eu une remigration colossale d'Espagnols. Colossal, c'est colossal. En 39, le nombre d'Espagnols qui rentrent en Espagne est considérable. De Polonais, il y a eu un nombre de retours en Pologne, et surtout d'Italiens. Donc on parle de peuples frères qui ont la même matrice civilisationnelle, la même matrice religieuse, et qui étaient susceptibles même pas s'intégrer, de s'assimiler. Et ben, nonobstant cela, il y a quand même eu une remigration. Donc pourquoi ne pas le mettre sur la table pour une population extra-européenne dont nous ne partageons pas les mœurs, la religion, la vision du monde, les rapports de sociabilité, la conception de la galanterie, de la mixité sociale, donc autant de points d'achoppement, de points de friction civilisationnelle. Si on ne s'autorise pas ce genre d'audace politique, non, il n'y a pas d'issue. Il faudra être politiquement audacieux, quoi. Être politiquement audacieux, eh bien Voilà. écoutez, François Bousquet, ce sera le mot de la fin. Je rappelle votre ouvrage « Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite », qui est publié aux éditions de la Nouvelle Librairie. Excellente maison d'édition dont je vous recommande les ouvrages. François Bousquet, encore merci. Merci. Et à bientôt. Chers amis, à bientôt. Je vous rappelle une nouvelle fois le magazine, toujours d'actualité, toujours dans les kiosques, et notre application où vous pourrez retrouver tout notre catalogue de documentaires et de reportages. 5 €, 4,99 € par mois, c'est pas cher, allez-y.